Exactement 9h, nous sommes pile à l'heure et notre invité est là, il est aussi pile à l'heure. Donc c'est monsieur Pascal Safache qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir à Radio Sud-Est. Merci. Je rappelle que vous êtes maître de conférences, directeur du département géographie, d'aménagement de l'Université des Antilles. Vous êtes aussi chercheur, vous avez écrit certains ouvrages. Peut-être qu'il y a des petites corrections à apporter. Oui, tout à fait. Parce que je sais que l'info évolue tellement vite. En fait, je ne suis plus maître de conférence, je suis professeur des universités. D'accord. Et je ne suis plus directeur du département de géographie. Maintenant, il y a un autre collègue qui assure cette fonction. D'accord, pas de problème. Je sais que ça va particulièrement vite en termes d'infos. Alors aujourd'hui, donc, nous vous avons invité, c'est pour parler bien sûr de certains thèmes qui intéressent bien sûr toute la population. Donc, on souhaite apporter quand même des informations, ce que vous ne cessez de faire, puisqu'on vous voit quand même régulièrement sur les médias. Les communes aussi vous invitent pour informer un petit peu la population. Donc, on peut dire, on va commencer justement à parler ce matin de ce qu'on appelle risque majeur. Déjà, c'est quoi un risque majeur ? Mais on parle de risques majeurs. En fait, on va dire que les risques majeurs, ce sont tous les risques qui affectent la population et peuvent avoir des incidences graves sur à la fois les individus et leurs activités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle risque naturel majeur. Alors, il faut savoir que en plus des risques naturels majeurs que sont par exemple les séismes, le volcanisme, les glissements de terrain, etc., enfin les inondations, il faut savoir qu'on ajoute aussi, il y a maintenant dans cette grande catégorie des risques, il y a donc les risques naturels, donc ceux que je viens d'évoquer, et puis il y a aussi les risques technologiques qu'il ne faut pas oublier, puisque quand par exemple vous avez des installations classées de type comme celle de la Sahara ou comme Antilles-Gaz ou comme voilà, ces installations peuvent potentiellement générer des risques d'explosion, d'incendie, etc. Et donc là, on ne parle pas de risques naturels majeurs, mais on parle de risques technologiques, mais qui font partie de la famille des risques. Donc dans la famille des risques, vous avez une branche qui est la famille des risques naturels, et puis une branche qui est la famille des risques technologiques. Et tout ça, ce sont des risques, c'est-à-dire des phénomènes, qu'ils soient naturels ou anthropiques, donc liés à l'homme, qui peuvent potentiellement affecter à la fois l'homme et leurs activités, les hommes et leurs activités. Alors, ça fait, on en a entendu parler subitement, mais ça fait un petit moment qu'on en parle quand même. Et pourquoi on a l'impression que seulement il y a quelques années où des personnes s'y intéressent un petit peu comme vous Mais en fait, les risques, on en parle et on en parlera de plus en plus. Pourquoi ? Parce que en réalité, il faut bien comprendre que il y a une très forte densité de population en Martinique. Je rappelle quand même qu'en Martinique, on a 350 habitants par kilomètre carré, quand en France hexagonale, on est autour de 120 habitants par kilomètre carré. Donc, vous voyez, quasiment 3 fois plus d'habitants au kilomètre carré en Martinique qu'à l'échelle nationale. Et c'est un petit territoire, et c'est un territoire sur lequel on a toute la palette des risques naturels majeurs. Le seul risque auquel la Martinique n'est pas confrontée, c'est le risque d'avalanche, puisqu'il n'y a pas de neige. Voilà. Mais en dehors de ça, tous les risques naturels majeurs affectent la Martinique, c'est-à-dire, je vais les citer, même si je ne serai pas exhaustif, mais enfin, le risque volcanique, bien entendu, Saint-Pierre 1902, tout le monde s'en souvient. Le risque sismique, je rappelle quand même qu'en janvier 1839, la Martinique a été frappée par un séisme d'une ampleur phénoménale qui a fait des milliers de morts à Fort-de-France. Bon, les inondations régulièrement, les glissements de terrain régulièrement, le risque d'ouragan, en septembre dernier, on a vu ce que pouvaient être des ouragans de catégorie 5. Bref, le risque chéronique dont on ne parle pas. Alors, qu'est-ce que le risque chéronique ? C'est le risque de foudroiement. Je rappelle que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, mais aussi la Corse sont les 4 départements français les plus frappés par la foudre. Bref, donc nous avons toute la palette des risques naturels majeurs, et comme il y a une très forte densité de population, ces populations sont de plus en plus vulnérables, et c'est la raison pour laquelle on parle de plus en plus des risques. À votre avis, est-ce que au niveau de l'éducation même des enfants, scolairement parlant, on ne devrait pas inclure, je dirais pas un cours, mais vraiment un module vraiment pour informer très tôt, puisque on a pris du retard, donc il faudrait peut-être penser à cet aspect de formation. Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, l'éducation nationale a quand même intégré dans ses programmes des aspects relatifs aux risques. Alors, peut-être
pas suffisamment. Enfin, c'est pas à moi de le dire. Je suis pas je n'élabore pas les programmes de l'éducation nationale. Peut-être faudrait-il en mettre un peu plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis quelques années, on voit bien que dans les programmes, on a de plus en plus d'éléments relatifs aux risques naturels, relatifs au développement durable, etc. Donc, il y a quand même cette prise de conscience. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en fera jamais assez, parce que les risques, pour protéger les populations, pour éviter les catastrophes, pour éviter les drames humains, il faut de toute façon qu'on soit tous préparés. Et être préparé, ça ne veut pas dire faire un exercice annuel. Ça veut dire faire comme au Japon, ce sont des exercices hebdomadaires. Pourquoi au Japon, lors des séismes, pour ne prendre que cet exemple, le nombre de morts est si peu élevé? Vous me direz qu'il est toujours trop élevé, mais il est si peu élevé, mais c'est tout simplement parce que au Japon, il y a une vraie culture du risque, et donc hebdomadairement, je dis bien chaque semaine, de façon aléatoire, donc ça veut dire que c'est pas le même jour, il y a un exercice d'évacuation dans toutes les écoles japonaises. Donc les petits Japonais, en réalité, l'écolier japonais, il ne se pose pas de questions lorsqu'il y a un tremblement de terre, par exemple. Il sait tout de suite ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire, et ça devient un réflexe, tout simplement. Il ne se pose pas la question de savoir, est-ce que je me mets sous la table, est-ce que je me mets dans l'encadrement de la porte, mais est-ce que si je le fais, je ne vais pas être ridicule? Non. Pour lui, c'est un réflexe de survie, et donc il met en œuvre tout simplement ce qu'il a l'habitude de répéter hebdomadairement. Donc, ce sont des choses qu'on devrait, on va dire, considérer, prendre exemple sur des peuples comme ça qui sont avancés. Il faut peut-être pas le faire hebdomadairement, parce qu'en Martinique, je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Mais si on arrivait au moins dans les écoles à faire, par exemple, 2 exercices d'évacuation par an, ce serait déjà bien. 2 par an. Je pense que sur 9 mois de cours, de septembre à juin, il est possible quand même de réaliser 2 exercices annuels, mais surtout de le faire sérieusement, parce que pour avoir participé à de nombreux exercices d'évacuation, que ce soit dans des établissements d'enseignement ou dans des collectivités, les gens prennent ça un peu à la rigolade, et on voit bien quand on leur dit d'évacuer, ils le font avec une certaine nonchalance, et ils ne prennent pas conscience que les gestes qu'ils sont en train de répéter peuvent leur sauver la vie en cas vraiment de survenue d'un risque. D'autant que s'il est vrai que un volcan, il y a toujours des signes avant-coureurs, donc on sait très bien quand il y aura une éruption volcanique. Enfin, grossièrement, on arrive à savoir. Un ouragan, on suit sa trajectoire pendant plusieurs jours avant qu'il n'affecte un territoire. Par contre, un séisme, nous sommes en train de parler, il peut y avoir un séisme subit, souhaitons que non, mais il peut y en avoir un. Donc, comme il n'y a aucun moyen de prévoir la survenue de ce phénomène, il faut bien évidemment être préparé, et préparé, ça veut dire ne plus se poser de questions, mais agir de façon instinctive. Et pour qu'on soit dans l'instinct, justement, il faut qu'on ait intégré véritablement en nous-mêmes toutes les bonnes méthodes, les bons comportements. C'est vrai que je sais que les communes en ce moment sont plans d'aménagement, etc. Et je sais que vous collaborez souvent avec les communes. Est-ce qu'elles vraiment tiennent compte maintenant de ces risques quand qu'elles font leur projet, on va dire, d'aménagement? Les communes sont désormais obligées de tenir compte donc des risques. Pourquoi? Parce qu'il y a donc des plans, comme par exemple le PPR, le plan de prévention des risques, qui est imposé aux communes. Et par exemple, dans l'ancien POS, plan d'occupation des sols qu'on appelle maintenant plus, le plan local d'urbanisme, dans ce plan local d'urbanisme, la municipalité, donc la commune, doit définir donc les zones à risque sur son territoire. Donc il n'y a pas de commune en Martinique qui n'est pas listée, si j'ose dire, les risques listés et cartographiés, les risques auxquels donc elle est soumise. Elle est soumise si on parle d'une commune, où elles sont soumises ces différentes communes. Donc les risques sont connus. Maintenant, si vous voulez, au-delà de la connaissance du risque, c'est surtout la mise en œuvre, et c'est surtout la prise de conscience des populations. Je crois que c'est là que c'est le plus dur. Le plus difficile, à partir du moment où on a de l'humain à gérer, ça devient compliqué, parce que après, appliquer des textes, appliquer une législation, j'ai envie de dire que ça, c'est une strate administrative, c'est un fonctionnement administratif. Donc ça, c'est tout à fait jouable. C'est facile à mettre en œuvre. Ouais. Par contre, faire comprendre aux populations qu'elles sont vulnérables, et que face à cette vulnérabilité, il y a des comportements à avoir. Par exemple,
faire comprendre aux gens que chacun devrait avoir son petit sac de survie, ben ça c'est un travail de longue haleine et ça prendra à mon avis encore peut-être une génération, une génération à mon avis, oui, pour véritablement que ça rentre dans les mœurs. Alors qu'un sac de survie, c'est très facile à faire, hein. En 2 mots et sans prendre trop de temps, un sac de survie, c'est vous avez un sac à dos, vous y mettez 2 bouteilles d'1,5 litre, vous y mettez des biscuits secs, genre crackers, vous y mettez la photocopie de vos papiers d'identité, vous y mettez un canif, une lampe de poche, vous y mettez si vous êtes souffrant, donc les médicaments que vous prenez quotidiennement, ou alors petite trousse, si vous voulez, de secours pour les petits bobos, les petites plaies, etc. Pour la jante féminine, de quoi se changer. Enfin, il faut toujours garder sa dignité, ça peut aider. Et puis voilà, déjà avec ça, vous avez une lampe, vous avez un canif, éventuellement 2-3 vêtements de rechange, mais de t-shirts ou des choses comme ça. Voilà. L'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que disent les services de secours? Ils disent, en cas de survenue d'un risque majeur, hein, un séisme de forte ampleur ou je ne sais pas moi, une éruption volcanique, nous devons être autonomes pendant 72 heures. C'est-à-dire qu'avant que l'aide internationale, l'aide déjà française de l'extérieur arrive, et l'aide internationale, si vraiment c'est un phénomène de très grande ampleur, la population aura 72 heures pendant lesquelles elle devrait être parfaitement autonome. Donc, si vous voulez, ce que j'ai listé tout à l'heure, que tout un chacun peut avoir sous forme de sac à dos, mais ça permet quand même de patienter pendant 72 heures. Quand vous avez 2 bouteilles d'1,5 litre, bon, vous n'allez pas vous gorger d'eau, mais enfin, avec 2 bouteilles d'1,5 litre, on tient quand même 3 jours, hein, sans aucun problème, en se restreignant un petit peu. Voilà. Bon, on peut, quelques biscuits secs, si vous voulez, on peut rester sans manger des jours durant. On n'en meurt pas. Par contre, rester sans boire, c'est plus difficile et là, très vite, on peut avoir des problèmes rénaux. D'où la nécessité de privilégier l'eau dans les sacs de survie. Les crackers, bon, à la rigueur, les petits biscuits secs, mais la priorité, c'est l'eau. Mais il faut vraiment comprendre que pendant 48 à 72 heures, nous devons être parfaitement autonomes et nous devons nous prendre en charge. Et je terminerai juste par une petite anecdote, mais qui est très importante. Dans les familles, il faut bien comprendre que les parents devraient déjà avoir une vraie discussion avec leurs enfants. Je prends un exemple. Imaginez, bon, là, nous sommes en train de discuter, vous avez peut-être des enfants, vos enfants sont à l'école. Imaginez qu'un drame, phénomène naturel de très grande ampleur intervienne. Bon, bien entendu, vous allez penser à vos enfants, mais imaginez que toutes les routes soient coupées, que vous ne puissiez pas accéder à l'école de votre enfant. Mais il faut qu'en amont, vous ayez dit à votre enfant, voilà, s'il arrive quelque chose, sache que nous nous retrouverons à tel endroit. C'est-à-dire que l'enfant n'a plus à se poser de questions. Il sait que, même s'il ne vous voit pas pendant 48 heures, mais il sait que le point de rendez-vous, c'est tel endroit. Ouais. Et c'est un point qui est, j'oserais dire, sinon facile d'accès, mais c'est un point où l'enfant saura qu'il peut s'abriter, il peut avoir accès à de l'eau et il peut attendre. Et le problème, c'est que très souvent, les parents sont démunis parce qu'en amont, ils n'ont jamais dit à leurs enfants, ben voilà, tu iras à tel endroit et je te récupérerai là, même si c'est 2 jours après, mais c'est à cet endroit que je te récupérerai. Et les gens sont paniqués et la panique fait que les gens, après, ont des comportements totalement irrationnels. Et ce petit exemple que je prends, c'est un exemple qui a été développé aux États-Unis, dans les petites communautés aux États-Unis. Les parents, il y a quelques petites règles simples comme ça et qui ont des fois qui ont sauvé pas mal de vies. Oui, ça c'est vrai, c'est un très très bel exemple. Alors on va parler aussi, Monsieur Safa, si vous voulez bien, des sargasses. C'est, on va dire, c'est un petit peu l'actualité du moment. Elles viennent d'où ? Alors, les sargasses, pendant longtemps, on a dit ou on a cru qu'elles venaient de la mer qui porte le même nom, ce qu'on appelle la mer éponyme, la mer des Sargasses. En fait, il faut savoir que dès ses premiers voyages, Christophe Colomb, donc au XVe siècle, déjà évoquait la présence de sargasses et il disait, en traversant l'Atlantique, il disait, à certains moments, les sargasses étaient tellement denses sur l'océan Atlantique que les caravelles, les 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, il avait l'impression qu'elles faisaient du surplace tellement elles étaient freinées par les sargasses. C'est vous dire que des sargasses, il y en a et il y en a depuis très longtemps. Alors pendant longtemps, on a cru qu'elles venaient de la mer des Sargasses et en réalité, elles viennent très peu de la mer des Sargasses. Pourquoi ? Parce que s'il y a des sargasses au niveau de la mer des Sargasses, justement, c'est parce que ces algues sont localisées dans ce lieu qui est une portion de l'océan Atlantique, parce qu'il y a des courants circulaires qu'on appelle des gyres qui les maintiennent confinés dans cette zone-là. En réalité, les sargasses que nous recevons, elles proviennent d'Afrique
et du Brésil. Je m'explique. Au large de l'embouchure donc du fleuve Congo, donc en Afrique équatoriale, il y a des bancs phénoménaux de sargasses. Et au large de l'embouchure de l'Amazone, là encore, des bancs énormes de sargasses. Pour vous donner un exemple, les dernières images satellitales qui ont été observées l'année dernière sur le sujet indiquaient des bancs de sargasses au Brésil qui faisaient 800 km de long. Quand vous savez que la Martinique, c'est 70 km de long. Ouais. Voilà. Bon, donc ça vous donne un peu l'ampleur du phénomène. Alors vous me direz, mais pourquoi se localise-t-elle là ? Alors pour deux raisons, au large du Brésil et en Afrique. Tout simplement parce que en Afrique, comme au Brésil, on déboise énormément en amont. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les bassins versants, donc toutes les zones terrestres, elles sont déboisées. Pourquoi ? Pour l'agriculture intensive. Alors au Brésil, c'est pour faire de la canne à sucre, l'éthanol, parce que le Brésil s'est fixé comme objectif de devenir le premier producteur mondial d'éthanol. Le Brésil est en train d'anticiper sur l'après-pétrole. C'est ça, ouais. Et donc, ils veulent devenir le premier producteur mondial d'éthanol. Et donc, ils remplacent en ce moment la forêt amazonienne par de la canne, ce qui n'est pas la bonne solution, mais ça, c'est un autre débat. Et puis en Afrique, parce que il faut nourrir la population, parce que les villes ne cessent de s'étendre, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons, mais qui en réalité sont de mauvaises raisons, on remplace la forêt primaire, là encore, par de l'agriculture, par de l'urbanisme, par plein de choses. Et que se passe-t-il ? On va particulièrement lorsqu'on pratique une agriculture intensive, on va épandre sur toutes ces surfaces qui étaient protégées par la végétation, on va épandre des produits phytosanitaires. Donc, c'est des insecticides, des fongicides, des fertilisants, etc. Le problème, c'est que la portion de l'Afrique dont je parle, c'est l'Afrique équatoriale, donc une Afrique qui est extrêmement humide. On est en zone très pluvieuse. Au Brésil, on est exactement en zone pluvieuse aussi, puisque le Brésil a toute une partie qui est équatoriale. Et donc, quand il pleut, tous ces produits phytosanitaires sont lessivés par les eaux de pluie. Ces eaux de pluie qui ruissellent sur le sol se jettent dans les rivières, et les rivières elles-mêmes se jettent en mer. Et comme on sait que les algues, les sargasses, se nourrissent de sels minéraux, mais tous ces produits phytosanitaires qui se retrouvent en mer permettent le développement des algues sargasses. Et c'est ce qui explique qu'au large du Brésil et au large de l'embouchure du fleuve Congo, on ait des volumes d'algues qui se développent massivement. Donc en gros, on peut dire qu'ils portent une partie de la responsabilité. Ah oui, non, mais c'est même pas qu'ils portent une partie de la responsabilité, c'est que là, pour le coup, ils sont responsables de cette situation. Alors maintenant, comment expliquer que ces algues qui se développent au large du Brésil et au large de l'Afrique arrivent jusqu'aux côtes antillaises ? Parce que il y a à peu près 7 ans, ce n'était pas le cas. En fait, les marins-pêcheurs qui vont, alors, pour le coup, pêcher très loin, à Miquelon ou au-delà, indiquent depuis quelques années qu'ils ont observé des variations des courants. C'est-à-dire que les courants qui étaient très établis, qui ne bougeaient pas, etc., ont tendance à fluctuer. Alors, quand les marins-pêcheurs ont commencé à tenir ce discours, les scientifiques, on les a regardés un peu de haut en disant ils disent ça, mais enfin, c'est pas prouvé. Puis en réalité, les marins-pêcheurs, qui sont de très grands et de très bons observateurs du milieu, ont totalement raison, puisque les analyses faites à partir d'images satellitales indiquent que les courants qui mobilisent ces algues, donc vous avez le courant des Guyanes, c'est un courant qui passe au large de la Guyane et qui remonte vers les Antilles, et ce courant après se jette alimente le Gulf Stream, qui est un courant chaud qui remonte le long des États-Unis. En effet, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de glissement léger de ce courant vers l'ouest. Et donc, ce faisant, ce courant qui, à l'époque, qui il y a quelques années encore, ne venait pas grignoter les bancs d'algues sargasses qui stagnaient au large, progressivement, ces courants, en dérivant vers l'ouest, viennent taper un peu, si j'ose dire, dans ces bancs d'algues. Et vous avez d'énormes radeaux d'algues qui dérivent et qui, poussés par les courants, remontent vers les Antilles et finissent par s'échouer sur nos côtes. Ce qui veut dire que dans le cadre du réchauffement climatique, parce que, et ce faisant, je réponds à la question que vous ne m'avez pas posée, mais je me la pose moi-même. Oui. La question est la suivante, c'est parce que beaucoup de personnes se posent cette question, est-ce que les sargasses sont liées au réchauffement climatique ? Non. Fondamentalement, elles existaient bien avant, puisque dès Christophe Colomb, on évoque, et bien avant d'ailleurs, on évoque la présence de sargasses. Et deuxièmement, on sait très bien que, même si elles n'arrivaient pas sur nos côtes, elles existaient. Bien. Maintenant, est-ce que le réchauffement climatique explique le fait qu'elles arrivent jusqu'à nos côtes? Oui. Donc, c'est-à-dire que les algues sargasses ne sont pas liées au réchauffement climatique, mais le fait qu'elles dérivent jusqu'à chez nous, ça, c'est lié au réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que la variation des courants, là, le fait que les courants migrent vers l'ouest, c'est lié
au fait que les basses couches de l'atmosphère se réchauffent. Et comme les basses couches de l'atmosphère se réchauffent, l'eau de mer devient plus chaude. Vous savez, les courants, vous avez différents types de courants, ce qu'on appelle les courants de densité, les courants thermiques, etc. Bon, là, on parle fondamentalement de courants thermiques, de courants qui sont liés à la chaleur. Et comme les basses couches de l'atmosphère se réchauffent, ces courants sont plus chauds et ils ont tendance à évoluer, à migrer, en tout cas à ne pas avoir une trajectoire bien définie. Et donc, ce qu'il faut bien imaginer, malheureusement, c'est que dans les années à venir, le phénomène ne fasse que se renforcer, c'est-à-dire que nous ayons régulièrement des arrivées d'algues sargasses massives. Et je tiens à préciser que si vous observez un peu ce qui s'est passé au cours des 7 dernières années, on a, au départ, quand on avait des algues sargasses, elles arrivaient à peu près vers le mois de mai, et ça se terminait vers le mois de août-septembre, grossièrement. C'était entre mai et septembre. Là, cette année, ça a commencé en janvier, et nous sommes quasiment en juin, et il y en a. Et à mon avis, il y en aura encore pendant un petit moment. Donc, il faut vraiment se dire 2 choses. C'est que, 1, le phénomène va s'inscrire dans la durée, et deuxièmement, il va être régulier, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement une rupture à un moment vers peut-être septembre-octobre et jusque peut-être au mois de janvier ou février de l'année d'après. Donc on aura une période d'accalmie qui est une période peut-être de 3 à 4 mois et après ça reviendra. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que les riverains, ceux qui souffrent de ce phénomène ne l'entendront pas de cette oreille et je veux bien le comprendre, mais il faut bien entendre la chose suivante, c'est que il faut maintenant désormais vivre avec ce phénomène, c'est-à-dire prendre conscience qu'il est là et que ce n'est pas qu'un phénomène ponctuel, il va s'inscrire dans la durée. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions durables. Est-ce qu'il y en a alors, est-ce que l'État a les moyens réellement je suppose que l'État a toujours les moyens puisque l'État dispose de tout. Enfin, tout est à la disposition de l'État. Donc, théoriquement, l'État dispose suffisamment de recul. On va dire que c'est... Oui, non. Sur le plan scientifique, sur le plan des moyens, l'État dispose de tout ce qu'il faut. Maintenant, après, c'est une question de mobilisation de ces moyens parce que ça coûte cher. Il faut pas être naïf. Il est évident que moi, la solution que je prône, celle en tout cas que j'ai développée, celle dont j'ai parlé il y a peut-être un mois, donc un petit mois dans le journal local, France Antilles pour ne pas le citer, je disais, il ne faut surtout pas attendre que les algues s'échouent à terre, donc il faut les ramasser en mer. Alors, tout le monde m'a dit, mais est-ce que c'est possible? Alors, je dis, oui, c'est possible, puisqu'il existe, que ce soit dans l'Hexagone ou à travers le monde, il y a bien des usines qui traitent les algues pour en faire plein d'autres choses, et il y a bien des bateaux qui les récupèrent. Puisque je rappelle que, et là je m'adresse à la gente féminine, toutes les crèmes de beauté, etc., que vous utilisez, la base de ces crèmes, c'est une substance qu'on appelle l'alginate, et cette substance, elle est produite par des algues. Donc, il y a bien des endroits dans le monde où on récupère des algues en mer pour fabriquer toutes ces crèmes. Bien. Donc, il est possible de les récupérer en mer, mais le problème, c'est que ça a un coût. Non seulement ça a un coût, et puis ça veut dire qu'il faut mobiliser, c'est pas seulement un bateau qu'il faut mobiliser, ce sont des bateaux. Il faut les stocker, il faut après les traiter. Voilà. Et le vrai problème, en réalité, n'est même pas tant de les récupérer en mer, quand bien même ce n'est pas forcément simple, mais il faut c'est faisable. Mais c'est surtout après, 1, récupérer les algues, 2, les stocker, 3, les traiter. Où les stockons-nous? La question est posée. Est-ce qu'on a des endroits pour les stocker? Est-ce qu'on a le bon process aussi pour les stocker, pour qu'elles ne pourrissent pas? Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on en fait après les avoir récupérées? Est-ce qu'on les valorise? Mais comment les valoriser? Alors, certains parlent de création d'engrais. Le problème, c'est qu'on a prouvé que ces algues sont très riches en métaux lourds et en produits organochlorés de type chlordécone. Donc, ça peut polluer aussi le sol. Donc, si l'objectif, c'est de créer des engrais à partir des algues sargasses pour polluer plus le sol qu'il ne l'est déjà, je ne pense pas que... là, le remède est pire que le mal, si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a une vraie réflexion à mener, et cette réflexion, ce n'est pas simplement une réflexion à l'échelle martinico-martiniquaise ou antillo-guyanaise. C'est une collaboration internationale. C'est une vraie réflexion internationale à l'échelle du bassin atlantique, pour le coup, parce que là, c'est tous les bassins qui émargent, tous les bassins tous les pays de la marge, qui sont en marge du bassin atlantique, qui doivent participer à la réflexion pour tenter de trouver une solution, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce sont essentiellement les petites Antilles qui sont affectées, les grandes Antilles un petit
petit peu moins, enfin quoi qu'elles soient un peu affectées, mais quand même beaucoup moins. Mais ce sont essentiellement les petites Antilles, mais rien ne dit que demain les grandes Antilles ne le seront pas, et puis de toute façon, comme on a identifié les pays d'où viennent les algues, il faudrait quand même qu'il y ait une vraie coopération, un vrai échange, un vrai débat avec ces pays pour tenter de trouver une solution. Des solutions, je pense qu'il y en aura, vous y croyez? Oui. Alors moi, je crois qu'on trouvera... j'oserais dire assez rapidement une solution, parce que je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent, enfin qui en tout cas viennent de déposer un programme de recherche. Alors vous me direz, le temps de la recherche, c'est pas le temps de l'action, parce que moi, je me mets à la place de celui qui a des sargasses tous les matins devant sa porte et qui a cette odeur pestilentielle qui lui donne des maux de tête. Si je lui dis on aura une solution dans 2 ans, il va me sauter au cou en me disant non, c'est pas possible. Donc je comprends la souffrance de ceux qui vivent cela. Mais je sais qu'il y a actuellement un programme de recherche qui vient d'être déposé. L'idée étant, elle est double. Un, c'est tenter de modéliser les courants de façon à ce que nous ayons, comment dirais-je, un coup d'avance par rapport aux sargasses, c'est-à-dire que prévoir un peu l'orientation des courants et se dire, ben voilà, on sait que dans 48 heures, les courants porteront vers l'est ou vers l'ouest, etc. Et donc savoir que tel vent de sargasse arrivera. À partir du moment où on sait où iront les sargasses, il est possible, si vous voulez, soit d'aller les récupérer en mer, soit de mettre, je sais pas moi, des barrages, ou bref, mais en tout cas d'anticiper leur arrivée, parce que pour l'instant on ne fait que subir leur arrivée, mais on n'est pas capable de l'anticiper parce qu'on n'a pas encore d'outils permettant de prévoir l'orientation des courants. Ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, il y a des chercheurs qui disent, nous on est en train de réfléchir au fait de développer des enzymes qui seraient capables de consommer les sargasses, c'est-à-dire que ces enzymes libérés dans le milieu marin pourraient dégrader directement les sargasses, comme vous avez des solutions par exemple qui permettent quand vous faites de l'agriculture d'éviter que tel puceron ne se développe, etc. Eux ils disent on est capable de faire ça. Maintenant, je le répète, le temps de la recherche c'est pas le temps de l'action, c'est-à-dire que ces résultats ils sortiront dans 2 ou 3 ans. Mais pour l'instant là, la vraie réponse qu'on peut apporter aux populations, c'est le fait de récupérer les sargasses en mer. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder, il nous faudrait beaucoup de temps. On a parlé régulièrement de montée des eaux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe sur les côtes quand même si on ne le dit pas. Ça va en progression, je suppose. On peut en dire quelques mots? Ah oui, non, mais il faut en dire plus que quelques mots. C'est une thématique majeure. Je rappelle que nous n'en avons pas conscience parce que tous les jours nous avons tous. D'ailleurs, on n'a pas de moyen de mesurer et on voit l'impact pourtant. En fait, je vais vous donner des chiffres très précis. Il y a les moyens de mesurer. En fait, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Tout le Monde, dans le grand public, lui, tous les jours, il est pris par ses problèmes personnels ou sa vie, tout simplement. Le fait de on a tous des choses à gérer et donc on ne prend pas conscience que le niveau de la mer est en train de bouger parce que tous les jours on fait autre chose et puis la mer, on la voit, elle est là, elle bouge pas. Donc on ne s'intéresse pas, si vous voulez, à son niveau. Le problème, c'est qu'on a mesuré très précisément l'élévation du niveau de la mer en Martinique. La Martinique est affectée par une élévation du niveau de la mer de 3 mm chaque année. Alors, quand je dis ça, ça fait sourire tout le monde. On dit 3 mm. Ça vient nous embêter avec une élévation de 3 mm. Il n'a rien à faire de ces journées. Mais le problème, c'est que 3 mm chaque année, ça paraît ridicule. Si vous avez une côte à falaise, c'est-à-dire une côte qui est verticale, que le niveau de la mer soit là ou qu'il soit 3 mm plus haut, il n'y a aucune incidence. Par contre, quand vous avez une côte qui est subhorizontale et que le niveau de la mer s'élève ne serait-ce que d'un millimètre ou 2 millimètres, l'eau pénètre à l'intérieur des terres, l'eau avance à l'intérieur des terres, des fois sur plusieurs mètres, voire sur plusieurs dizaines de mètres. Et c'est ce qui explique que nos plages sont en train de disparaître. Parce que tout le monde est en train de se dire, mais c'est bizarre, j'ai connu la plage des Salines, elle était un peu différente, elle était plus large. Ou j'ai connu la plage du Diamant, qu'est-ce qu'elle était large à l'époque, et puis maintenant elle est réduite à une petite portion. Ou à tel endroit il y avait des cocotiers, et puis c'est bizarre, ils ont disparu, ils sont tombés les cocotiers. Le problème, c'est que ces 3 petits millimètres, chaque année, ils font que l'eau pénètre à l'intérieur des terres et l'eau grignote de plus en plus la plage. À l'heure de la technologie et tout, si on fait des simulations, on peut se rendre compte que dans 50 ans... Pour être tout à fait franc, les simulations ont été faites, puisqu'avec un collègue, on les a réalisées. On les a faites nous-mêmes, les simulations. Ce que nous disons, et c'est ce que je présenterai d'ailleurs lors de la conférence que je vais donner demain soir à Ducos. En 2090, la Martinique perdra 5000 hectares. C'est-à-dire 5% de sa superficie seront sous l'eau.
Ça a du sens. Alors, vous me direz 5000 hectares, bon, c'est pas énorme. Mais 5000 hectares sur un pays qui fait 70 km de long sur 30 de large, sachant que l'intérieur de ce pays est montagneux. Vous avez la Pelée, les pitons du Carbet, tous les hauts mornes du nord de l'île sur lesquels on ne peut pas construire. Donc on perdra vraiment. Ça veut dire qu'on va perdre véritablement de l'espace. Deuxièmement, il faut remettre ce que je viens de dire en regard avec quoi ? Avec le fait que vous avez en Martinique 80 000 personnes qui vivent en zone côtière. Donc si le niveau de la mer monte et commence à empiéter sur l'intérieur des terres, où iront ces populations ? C'est ça. Je rappelle que les simulations qu'on a faites indiquent que l'archipel des Bahamas perdra 70% de sa superficie en 2090. Quand vous avez un archipel où vous avez 70% des terres en moins, où iront les Bahaméens ? Et ça me permet de rebondir sur un sujet dont personne ne parle pour l'instant, mais je vais peut-être être le premier à en parler, mais il faut le dire. Nous assistons tous à la télé à des migrations en Méditerranée. On parle des migrants qui viennent de Syrie, qui viennent Ils migrent parce qu'il y a la guerre. Mais dans la Caraïbe, je le dis aujourd'hui, et on pourra dire que je l'ai dit sur Radio Sud-Est, dans 50 ans, en Martinique et dans la Caraïbe, nous serons soumis exactement au même phénomène de migration internationale. Alors, la Caraïbe pourra être comparée à la mer Méditerranée dans 50 ans. Mais là, ce ne sera pas à cause de la guerre, ce sera à cause du changement climatique. Vous avez de nombreux territoires qui auront perdu des quantités phénoménales de terre, d'espace, et les populations vont migrer pour trouver des espaces encore vivables, encore acceptables. Et vous savez, quand vous migrez, vous ne choisissez pas un pays où il y a l'enfer, vous allez plutôt choisir un pays qui s'apparente un peu au paradis. Les hommes sont encore intelligents, et donc ils ne vont quand même pas aller où c'est moins bien, ils iront où c'est mieux. Et donc, je le dis aujourd'hui, dans moins de 50 ans, dans la Caraïbe, nous serons soumis à une vraie problématique de migration de population en raison du changement climatique, et il faudra résoudre ce problème. Le problème, c'est que pour le résoudre, il faut pas attendre dans 30 ans pour le faire, c'est maintenant qu'on commence il faut trouver des solutions pour éviter ce type de situation. Je termine juste d'un mot. Je rappelle que ce dont je parle, les migrations, les migrations liées au changement climatique, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, c'est pas une vue de l'esprit. Aux États-Unis, déjà, dans l'archipel des Keys, vous savez, sur la pointe de la Floride, vous avez un archipel de petites îles habitées, qu'on appelle l'archipel des Keys. Et en 2016, les États-Unis, le gouvernement américain, a déjà évacué une de ces îles parce qu'elle était en prise à la montée des eaux. Et vous avez environ une douzaine de familles qui ont été déplacées manu militari, c'est-à-dire que le gouvernement est venu, a pris les populations et les a évacuées de force et les a ramenées sur le continent parce que ces populations étaient soumises à l'élévation du niveau de la mer. Donc à petite échelle, on a déjà un exemple. À petite échelle, on a déjà des exemples. Et puis bon, à travers le monde, si on prend l'archipel des Maldives, par exemple, dans l'océan Indien, vous avez quasiment un tiers de l'archipel des Maldives qui a perdu quasiment 30% de sa superficie. Mais ceci dit, en Martinique, je vais prendre un dernier exemple. Pour avoir fait des enquêtes aux pêcheurs, je me souviens avoir parlé avec des marins pêcheurs et qui me disent, vous voyez où il y a les yoles là dans l'eau, mais quand j'étais petit, je jouais au football. Là. Ça, c'est du concret. Et on a fait des simulations donc d'érosion côtière aux prêcheurs. Vous avez par exemple le quartier Sainte-Philomène qui a perdu... alors non, pardon, c'est pas le quartier Sainte-Philomène, c'est le quartier... ça va me revenir. À Sainte-Philomène, il y a moins 75 mètres de recul, mais au prêcheur, la zone où la côte s'est repliée en à peu près 60 ans le plus, c'est moins 135 mètres. C'est-à-dire qu'on a perdu 60 ans. En 60 ans, on a perdu 135 mètres de rivage. Je ne sais pas si vous imaginez sur une petite île comme la Martinique ce que ça peut être que 135 mètres de côte en moins. Et ça, c'est énorme. Et donc, on n'en a pas conscience, mais on en prend conscience quand on fait un petit retour en arrière, et particulièrement quand on prend les premiers ouvrages qui ont été écrits par les premiers colons. Que disent les premiers colons ? Ils disent, quand ils sont arrivés sur l'île de la Martinique, les plages étaient tellement larges qu'à certains endroits, elles faisaient jusqu'à 500 mètres de large. Et ils disent, les autochtones partaient de la paroisse, puisqu'à l'époque on ne disait pas commune, partaient de la paroisse du Carbet, allait jusqu'à Trinité en passant par le nord de l'île, en longeant les plages. D'accord, ce qui est impossible. Alors aujourd'hui, c'est totalement impossible. Il n'y a plus de plage continue. D'accord. Et donc, c'est quand on fait cette petite rétrospective qu'on se dit, ah oui, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Parce que les plages ont disparu et elles sont en train de disparaître de plus en plus. Est-ce que les efforts qui sont faits actuellement au niveau international, est-ce qu'on peut voir son impact ? Est-ce qu'il y a un impact ?
très honnêtement, déjà à l'échelle internationale, il y a ce que l'on dit et puis il y a ce que l'on fait. Ouais. Malheureusement, ce que l'on dit n'est jamais en adéquation avec ce que l'on fait, et on s'aperçoit que, en dépit de la COP 21 à Paris en décembre 2015, qui a été un moment fort, où tous les États se sont mis d'accord sur le fait de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. En réalité, dès l'année suivante, les États-Unis sont sortis de l'accord. La Chine a décidé aussi de ne plus le respecter. Donc, malheureusement, à l'échelle internationale, il y a beaucoup d'annonces, mais il y a très peu d'actes. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il faudrait vraiment que les États se mettent vraiment d'accord sur une feuille de route et la respectent. Le problème, il est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'États qui polluent beaucoup, comme je pense au Bangladesh, je pense à l'Inde, je pense à des États comme cela. Mais ces États tiennent le discours suivant, et discours en même temps que l'on ne peut pas nier. Ils disent, mais quand tous les grands États du Nord polluaient, et ont pollué pendant des décennies, voire des siècles, ils ont pollué la planète, personne ne leur disait rien. À partir du moment où nous, maintenant, nous sommes considérés comme des puissances en devenir, et que notre économie commence à leur faire concurrence, ils nous disent, oh là là, stop. Il faut respecter maintenant les accords climatiques, il faut arrêter de polluer, etc. Et ils disent, ces États du Nord se servent du changement climatique comme d'une arme pour nous contenir et éviter que nous ne continuions à progresser. Donc vous avez aussi toute cette problématique qu'il faut aussi prendre en compte. Alors, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que les pollutions massives que génère l'Inde ou que génère le Mexique, etc., c'est bien. Ouais. Mais il faut quand même entendre aussi le discours de ces États qui disent « nous avons besoin de nous développer ». Et quand, en effet, l'Europe, les États-Unis se développaient, c'est dans les années au 19e siècle, personne ne les empêchait de se développer parce qu'il y avait de la pollution. Ouais. Bon. Donc, il y a ce double regard qu'il faut avoir. Ouais, avec ce jeu-là, on ne sait pas jusqu'où vont aller les choses. Ouais. C'est clair. Alors, avant de vous laisser partir, on va terminer sur une touche, on va dire, positive, intéressante. On peut appeler ça une fantaisie de la nature, le tombolo, par exemple. Qu'est-ce que c'est réellement ? Est-ce que c'est utile ? Parce que on peut se poser la question. On a entendu parler du tombolo. C'est dû à quoi, justement ? Alors, un tombolo, tout d'abord, c'est un phénomène tout à fait naturel. En fait, quand vous avez un îlot, parce qu'ici on dit îlet, mais le terme français c'est îlot. Quand vous avez un îlot qui est proche de la côte, donc proche d'une terre, soit d'un continent ou d'une île, peu importe, mais quand vous avez un îlot qui est proche d'une terre, il arrive que, en raison de ce qu'on appelle comment dirais-je, la diffraction. Ça. Je ne vais pas employer un terme peut-être plus... Alors, je vais expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un îlot qui est exposé aux houles, les houles viennent et elles vont venir frapper sur la face qui est exposée au vent, la face exposée au vent de l'îlot. Et il arrive que les houles, quand l'îlot n'est pas très développé, les houles vont se scinder en 2 champs de houles de part et d'autre de l'îlot. Et en contournant l'îlot, elles vont venir éroder les bords de l'îlot et déposer les matériaux qu'elles auront érodés sur la face sous le vent. Donc, vous avez les houles qui arrivent, qui viennent taper sur la face exposée au vent. Elles se scindent en 2 champs de houles. Elles viennent grignoter les bords de l'îlot et elles déposent les sédiments collectés sous le vent, sur la face qui est protégée. Et ce faisant, vous avez petit à petit ce qu'on appelle un saillant triangulaire ou une langue sableuse qui va progressivement se former. Si l'îlot n'est pas très éloigné de la terre ferme, cette langue sableuse, au fil des années, va finir par croître et va venir rejoindre la terre et s'accoler à la terre. Et ça va former donc une sorte de lien, de passerelle entre l'îlot et la terre ferme. Si par contre l'îlot est trop éloigné de la terre ferme, vous aurez juste un saillant triangulaire qui va se former, une petite langue sablonneuse, mais qui ne va jamais se connecter à la terre. Et donc, dans ce cas, on ne parle pas de tombolo. Lorsqu'il y a connexion, on parle de tombolo. Voilà. Alors, je sais qu'à Sainte-Marie, ils sont très jaloux de leur tombolo. Et ils ont raison. C'est un très, très, très bel édifice naturel. Le problème, c'est qu'ils disent dans leur publicité, ils disent que c'est quasiment l'un des seuls au monde. Bon, donc, il y en a d'autres. Il y en a plein. Il y en a plein d'autres, d'accord. Il y en a plein d'autres dans la Caraïbe. Il y en a d'autres en
Martinique aussi, hein, soit dit en passant, que les gens ne connaissent pas, mais il y en a d'autres. Mais c'est vrai que celui de Sainte-Marie, bon, pour le coup, il faut être honnête, il est très beau. Et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a aussi autour de ce tombolo, il y a toute une histoire. Ouais. Je rappelle quand même que l'îlet de Sainte-Marie, pendant longtemps, a été un îlet sur lequel on a pratiqué la culture de la canne, que sur le tombolo, il y avait donc un rail de chemin de fer, et qu'il y avait un train donc, qui alimentait l'usine donc, de Sainte-Marie et qui venait prendre la canne sur l'îlot et la ramener à l'usine. Donc il y a toute une histoire, et puis il y a eu aussi une histoire dramatique, hein, puisque je rappelle quand même qu'il y a eu dans les années, si ma mémoire est bonne, c'est dans les années 50, il y a quand même eu un enseignant qui a été se baigner avec ses élèves sur le tombolo. Un élève était en train de se noyer, l'enseignant a essayé de le sauver, et en le sauvant, il s'est noyé lui-même, etc. Bon, donc il y a toute une histoire aussi autour de l'îlet, du tombolo, etc. Ouais. Et donc tout ceci fait aussi le charme, si j'ose dire, de Sainte-Marie et de son tombolo. Ouais, je tenais à en parler justement pour porter des précisions, parce que quand on n'apporte pas de précision à un phénomène, on laisse dans l'ordre du mysticisme, etc. Donc il y a une explication scientifique. Merci Monsieur Safache. C'est moi qui vous remercie. On a passé une bonne 40aine de minutes ensemble. C'est vrai que ça pourrait être plus long. Alors on va vous retrouver bientôt. On en parlait tout à l'heure là. Vous tenez une conférence bientôt. Demain soir. C'est demain soir. Demain soir à la bibliothèque municipale du COS à 18h30. Donc je donne une conférence sur le changement climatique, et donc là on abordera ce que vous évoquiez tout à l'heure, les fameuses simulations pour voir comment se transformera la Martinique dans les années à venir. Et donc l'idée c'est de prendre conscience que nous sommes dans une grande phase de changement, de mutation, et que si nous n'anticipons pas cette phase, particulièrement en termes d'aménagement du territoire, ça c'est un élément très important. Les risques, il faut en prendre conscience, et vous avez bien fait d'insister quand même lourdement sur ce volet. Mais il y a aussi un volet dont on parle très peu, c'est le volet aménagement du territoire. Comment faut-il que nous concevions l'aménagement de notre territoire dans les années à venir, en raison justement des risques naturels majeurs, mais en raison du changement climatique à venir. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis je vous souhaite du courage pour la suite, puisque il faut continuer cette information auprès de la population. Merci à vous. Merci. Radio Sud.